bienvenue dans cette vidéo sur la détection de bruit et des outliers. Alors pour commencer, on va lire un fichier qui s'appelle exercice. Dans ce fichier-là, je vais juste me mettre dans le dossier courant. Ok, donc dans ce fichier-là, dans le fond, c'est des données. On va regarder dans date qu'est-ce qu'il y a. Donc c'est des données qui sont des personnages dans Star Wars. Fait qu'il y a les noms ici, puis il y a plusieurs colonnes avec des informations sur ces personnages-là. Donc c'est les données qu'on va utiliser. Première étape pour détecter le bruit, ce qu'on peut faire, c'est que on peut faire un résumé vraiment haut niveau pour voir les problèmes. Quand je fais summary de date, par exemple, là, je peux aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Quand je regarde ici, height, ma taille, vous voyez, on voit mon minimum est à -2. Ça part mal. On parle d'une taille, c'est à -2, c'est un petit peu bizarre. La masse, on voit que c'est un caractère, c'est louche, on aurait préféré l'avoir en continu. Puis etc., etc. Donc vous pouvez regarder comme ça chacun des variables pour voir s'il y aurait quelque chose d'atypique. Ensuite de ça, quand c'est des variables catégoriques, on peut voir c'est quoi les valeurs c'est quoi la fréquence de chacune des modalités. Donc par exemple, si je vais aller voir la colonne qui s'appelle Hair Color, si je peux faire ce que la fonction table autour, donc table, ça permet de voir, regarder en bas, ça dit donc pour chacune des modalités, j'en ai combien. Donc vous voyez par exemple des auburn, j'en ai 1, des brown, j'en ai 18, white, j'en ai 4. Puis tout ça, je vous rappelle que c'est des couleurs. Comme par exemple, ce que je me raconte ici, j'ai blonde et blonde. Probablement la même chose ici, vous voyez. Ici, là, ça c'est une erreur. Probablement la même chose. Il faudrait pouvoir les fusionner. Ensuite de ça, quand je regarde un petit peu rapidement, je vois que j'ai look ici. Ça c'est quand même un peu spécial. Ce n'est pas vraiment une couleur, c'est un nom. Fait que clairement, il y a eu un problème d'encodage ici. Donc vous pouvez aller regarder comme ça les différentes possibilités qu'il y a, puis voir s'il y aurait des données mal encodées. On peut faire la même chose par exemple avec la variable sexe. On regarde donc female, hermaphrodite, mâle, mâle, non. Bon, vous voyez, j'ai deux fois mâle. J'ai mâle 1 avec écrit un minuscule et l'autre avec un M majuscule. Vous voyez, ça c'est un bel exemple de... clairement, là, ça c'est une erreur d'encodage. Ici, un M majuscule, ça ne fonctionne pas. Ça aurait dû être encodé comme un M minuscule. Donc, vous voyez, juste avec des petits tableaux de fréquences comme ça, là, vous pouvez voir rapidement s'il y a des problèmes ou du bruit ou des valeurs aberrantes ou des erreurs, dans le fond, dans les variables catégoriques. On peut y aller de variable par de variable aussi. Par exemple, je peux lier le sexe et le genre. Si je lis le sexe et le genre, je vais avoir un tableau croisé ici. Donc, pour tout l'ensemble de mes... ici, donc le sexe, ici, mon genre, j'ai la répartition. Et donc, on peut regarder, par exemple, si je vois mâle, je vois que j'en ai 3 dans femelle, 56 dans masculin. Donc, je pourrais me poser la question. D'accord? Donc, c'est vraiment, ça va vous permettre, comme ça, le tableau croisé, de vérifier s'il y a des choses atypiques. On peut faire la même chose avec 3. Dans le fond, quand on met 3 variables, regardez ce qui se passe. C'est qu'il va créer, dans le fond, pour la troisième variable, il va catégoriser. Donc, je remonte en haut. Dans le fond, il va me sortir le même tableau croisé. Donc, le tableau croisé des deux premières, sexe et genre. Sauf qu'il va me le mettre pour chacune des types de couleurs. Donc, ça, c'est la dernière variable. Donc, d'abord pour auburn. Ensuite, il m'en fait un pour auburn et white. Il m'en fait un autre pour blonde, black, etc., etc. Donc, pour chacun des types de couleurs de cheveux, il va faire un tableau croisé. Maintenant, pour vérifier s'il y a des données manquantes. Donc, pour vérifier s'il y a des données manquantes, on a une fonction qui s'appelle is.na. Is.na, ça va vraiment vérifier s'il y a des données manquantes dans une variable. Par exemple, is.na de ma variable sexe, ça me sort plein de true ou false. Donc, quand c'est false, c'est que ce n'est pas un NA. Quand c'est true, c'est que c'est bien un NA. Ce que je peux faire maintenant, c'est que je peux les additionner. Si j'additionne tout ça, ça va me donner exactement le nombre de données manquantes. Ici, ça me donne 4, qui est exactement le nombre de données manquantes. Alors, on va aller faire maintenant de la détection de données aberrantes. Donc, pour la détection de données aberrantes, d'un point de vue statistique, je vous rappelle qu'il y a par exemple le test de Grubbs. Le test de Grubbs, lui, il permet vraiment d'aller dans MPG. Je vais utiliser la variable HWY. Donc ça, c'est ma variable HWY, donc highway dans MPG. Et je vais aller faire le test de Grubb. Donc il y a une fonction qui s'appelle grub.test. Vous pourrez regarder dans l'aide de celle-ci. Dans la fonction grub.test,
on peut donc, premier argument, on donne c'est quoi la variable. Puis ensuite de ça, je peux dire opposite pour dire si je vais avec le minimum ou le maximum. Donc quand j'applique mon test ici, donc je lui donne un petit nom, test, et j'affiche le résultat. Regardez qu'est-ce qu'il me sort, il me sort plusieurs choses. Il dit, bon, data, il me redit c'est quoi les données. Ici, il me sort la p-value. Vous vous rappelez la fameuse p-value? Et ici, il me dit aussi c'est quoi l'hypothèse alternative, donc H1. Ici, je vous mets un petit rappel de comment ça marche. Donc H1, c'est que la highest value, la plus grande, donc le maximum ici c'est 44. La H1, c'est que la plus grande valeur 44 est un outlier. Et H0, l'hypothèse nulle, c'est que la plus grande valeur 44 n'est pas un outlier. Puis comment j'interprète, je vous rappelle, on prend la p-value, qui est ici de 0.0555, c'est plus grand que 0.05, donc on ne rejette pas H0. Donc on ne rejette pas 0, c'est-à-dire que, entre guillemets, on l'accepte, ou on est d'accord avec, c'est-à-dire que 44, la valeur la plus grande, ce n'est pas un outlier. Donc vous voyez, on vient de le tester. Si je veux faire la même chose, mais avec le minimum maintenant, je fais la même chose, ma fonction grub.test, sauf que je vais rajouter une petite option opposite égale à true, et ça va me faire pour mon minimum. Vous voyez, ça me fait la même chose ici, sauf que là, ça va chercher vraiment le minimum, la lowest value de 12. Ici, on vient une p-value de 1, ce n'est pas une valeur aberrante. Donc voilà pour le test de grub, c'est très très facile à mettre en place. Ça vous permet rapidement de confirmer, en fait, que ce soit confirmé ou non, est-ce que le minimum ou le maximum est une donnée aberrante. Maintenant, le test de Rosner. Donc lui, le test de Rosner, il permet de le faire pour plusieurs données aberrantes en même temps. Donc, la fonction, elle s'appelle Rosner test. Attention, je n'ai pas de point entre les deux. Je donne le nom de ma variable. Puis, je peux nommer le nombre. Donc, k est égal à 3 ici. C'est-à-dire, je pense qu'il y en a 3. Donc, je pense qu'il y a 3 données aberrantes. Et si je regarde le résultat, il va me sortir donc le nom du test. Ça va. Il me sort aussi, pour chacun des informations, des outliers ici, il me sort le résultat à la fin. Est-ce que oui ou non, c'est un outlier? Puis vous voyez, il les a toutes mis en false. Donc vous voyez par lui-même, il nous a dit que chacun des 3, ce n'était pas des outliers. Et enfin, pour terminer sur cette partie-là de détection de outliers, je vous rappelle que ce qu'on vient de faire, le test de Grubb ou de Rosner, c'est univarié. Donc c'est-à-dire variable par variable, je vais tester ce que j'ai de données aberrantes. Des fois, ce qui peut arriver, c'est que je peux avoir une donnée aberrante pour une variable et pas pour une autre. Ou tout simplement, je pourrais avoir une observation qui n'est pas aberrante pour chacune des deux, mais qui l'est de manière générale pour l'ensemble des deux variables. Donc, on peut utiliser ce qu'on appelle la détection multivariée d'outliers avec plusieurs variables. Donc là, ce que je vais faire, il y a la base de données Air Quality. Dans cette base de données, on a beaucoup de choses. Donc, c'est des données sur la qualité de l'air ici. Je vais aller prendre seulement deux variables, donc ozone et temp. Donc ça, je l'appelle R. Donc R, c'est une base de données avec seulement deux variables. Ce que je fais ici, je vais enlever les données manquantes. Pour enlever les données manquantes, on a une fonction qui s'appelle na.omit. J'enlève simplement les données manquantes. Bon. Donc là, R, c'est vraiment une base de données de deux colonnes. Et ce que je veux faire, moi, je vais aller voir est-ce qu'il y a des outliers, des données aberrantes, mais multivariées. Donc pas variable par variable. Pas juste pour ozone, pas juste pour température, vraiment pour l'ensemble de ces données. Donc, ce que je fais, je vous rappelle, c'est qu'on va calculer la distance de Mahalanobis. La distance de Mahalanobis, ça calcule vraiment la distance de tous les points entre eux, de manière multivariée. Alors, j'ai une fonction qui calcule la distance de Mahalanobis. Elle s'appelle, sans grande hésitation, Mahalanobis. Premier argument, on lui donne le nom du jeu de données. Nous, ici, c'est R. Center, ça, c'est vraiment les moyennes. Donc, ça, c'est les moyennes par colonne. Puis, Cov, ça, c'est la matrice de variance-covariance. Donc, je calcule mes distances. Juste pour vous montrer, ça me donne toutes mes distances. D'accord? Pour chacune de mes observations, j'ai mes distances. Ensuite de ça, j'ai le fameux cutoff. Donc le cutoff, je vous rappelle, c'est la racine carrée d'un quantile du qui 2. Donc ici, vous avez vraiment le quantile du qui 2. Et dans le fond, ce que je peux aller faire ici, je peux aller chercher donc toutes mes distances qui sont plus grandes que mon cutoff. Je vais aller les chercher. Donc là, je fais ça ici. Ça, c'est toutes mes distances qui sont plus grandes que mon cutoff. Donc vous voyez, j'en ai quand même beaucoup. Et je pourrais aller vérifier donc si de manière multivariée, ces points-là sont des données aberrantes. Vous pourriez aussi faire un graphique si vous le souhaitez pour les visualiser avec une ligne rouge. Et enfin, pour terminer, on va regarder comment faire de l'imputation. Donc je reprends encore une fois, R c'est la base de données Air Quality, mais j'ai pris seulement ozone et température. Et je vais aller prendre ma variable R ozone.
Donc dans AeroZone, si je regarde, j'ai bien des données aberrantes. Vous voyez, j'ai beaucoup de NA ici. Donc beaucoup de données aberrantes. Pas de données aberrantes, excusez-moi, de données manquantes. Donc j'ai beaucoup de données manquantes dans AeroZone. Ce que je vais faire, je vais aller simuler. On va simuler, donc on va imputer par la loi normale. Donc ce que je fais, je calcule la moyenne. Donc j'appelle muOzone, c'est ma moyenne, dans le fond de AeroZone. Attention, quand je fais ma moyenne ici, ben, j'ai plein de NA. Donc j'ai pas le choix dans ma fonction min de mettre na.rm égale à true. En mettant na.rm égale à true, lui c'est qu'il va enlever les NA pour faire son calcul. Donc je calcule ma moyenne et ma SD. Donc muOzone, c'est ma moyenne de ozone sans les données manquantes, donc à peu près 42. Et SD, donc vraiment je vais les simuler. Par exemple, si je fais rnorm, donc la fonction rnorm permet de simuler une observation d'une loi normale. Si je fais rnorm de muOzone, SDOzone, vous allez voir, ça me simule un nombre, 21.80. Ça, c'est un nombre tiré d'une loi normale qui suit les mêmes paramètres que ma variable ozone. Si je resimule, hop, 5 points quelque chose. Je resimule, 24 points quelque chose. Donc, vous voyez, ça change à chaque fois. Puis ça, c'est normal, bien évidemment, parce que c'est une simulation aléatoire. Puis maintenant, ce que je vais aller faire, je vais aller chercher donc combien j'en ai au total de données manquantes. Parce que là, je vais simuler un par un. Moi, je vais vouloir toutes les simuler d'un coup. Donc, je vous rappelle, pour aller chercher mon nombre de données manquantes, je fais ma somme de toutes celles qui sont manquantes. Donc, non missing, j'en avais 37. Et ce que je vais aller faire, je vais aller rnorm cette fois. Donc, pour encore une fois simuler. Sauf que je ne vais pas les simuler que, mais je vais aller en simuler n nombre de missing, fait que le nombre donc, qui est totalement plein. Je n'ai plus de données manquantes.